Comment rendre votre personnage attachant? Si vous écrivez un roman, évidemment que votre objectif, c'est de faire en sorte que vos personnages, eh bien, marquent vos lecteurs. Et même pour un très bon personnage, marque à vie votre lecteur, que vos lecteurs s'y attachent, qu'ils les trouvent géniaux, qu'ils aient envie de les suivre, et puis surtout d'éviter que vos personnages laissent de marbre vos lecteurs. Ok? Parce que l'erreur qu'on fait beaucoup, c'est de penser que le personnage, pour qu'on s'y attache, il doit être parfait. C'est-à-dire exceptionnel, formidable, génial, qu'on l'admire absolument. Ou alors de penser que non, non, il vaut mieux qu'il soit imparfait, qu'il soit rempli de défauts, que ce soit un peu en quelque sorte un anti-héros. Mais en fait, ça, eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur parce que la solution, c'est que ça ne joue pas là-dessus, ça va se jouer sur des mécanismes psychologiques. Et je vous en donne quatre mécanismes psychologiques qui vont faire en sorte que votre lecteur va s'attacher à votre personnage. Donc si vous écrivez un roman, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, ça peut vraiment vous aider dans l'écriture de votre personnage. Alors le premier mécanisme psychologique que je vous présente, c'est celui qui est lié à la vulnérabilité de votre personnage. C'est-à-dire que votre personnage, notamment votre personnage principal, eh bien, il va probablement, de temps en temps, en tout cas, ressentir de la souffrance, de la douleur, peut-être même des moments de détresse, ou alors il va avoir des peurs, des moments de peur, ou même des traumas liés à son enfance, vous voyez. Et en fait, toutes ces choses extrêmement désagréables pour n'importe qui, eh bien, notamment lorsque c'est le personnage qui les vit, eh bien, nous, on se dit, en tant que lecteur, ah, cette souffrance-là, ça pourrait être la mienne, ça pourrait être la nôtre. Parce que on empathise, vous voyez. Et en fait, ça, c'est permis parce que la stratégie que vous allez adopter, c'est d'essayer de révéler la vulnérabilité de votre personnage à travers certaines scènes. De montrer qu'il n'est pas invulnérable et qu'il y a des moments où bah, les choses vont l'atteindre, les choses vont le faire souffrir, que ce soit physiquement ou mentalement ou émotionnellement. Et du coup, en tant que lecteur, on va ressentir de la compassion. On va se dire, oh, le pauvre personnage, vous voyez, le pauvre personnage. Et du coup, eh bien, on a envie que le personnage aille mieux, et du coup, le personnage n'est plus n'importe qui pour nous. Vous voyez, à partir du moment où on ressent de la compassion pour lui. Je vous donne plusieurs exemples. Dans Le Seigneur des Anneaux, vous avez le personnage de Frodon, qui n'est pas peut-être pas le personnage qui fait le plus d'actions exceptionnelles, mais c'est le personnage notamment qui souffre le plus, par contre. Notamment parce qu'il est le porteur de l'anneau, et que cet anneau va petit à petit être un poids de plus en plus grand pour lui, que ce soit physiquement ou mentalement. Et rien que le fait de le voir souffrir, eh bien, on a envie qu'il aille mieux. On a la compassion pour ce pauvre petit hobbit, on a envie qu'il aille mieux. Vous voyez, surtout qu'il est complètement innocent, il n'a rien fait. Donc voilà. Vous avez le personnage ensuite de Jane Eyre dans le livre du même nom, le roman La Romance. Pardon. Et en fait, ce personnage, il y a un moment dans l'histoire où bah, elle va s'enfuir un peu dans la campagne, elle va s'écrouler en larmes, parce qu'elle a notamment elle a repoussé Rochester, voilà, alors que c'était un peu l'homme de sa vie à ce moment-là. Et c'est une décision difficile pour elle d'avoir décidé de fuir Rochester, et donc on la voit s'écrouler en larmes. Vous voyez, et rien que le fait de la voir s'écrouler en larmes, eh bien on a de la compassion pour cette pauvre petite Jane. Voilà. Vous avez ensuite, par exemple, dans Harry Potter, le personnage de Severus Rogue. Dans la plupart des tomes, bon, bah, c'est un personnage qui est assez fascinant, mais on n'a pas forcément de la compassion pour lui au départ, on a plutôt même de l'antipathie, mais vers la fin de la saga, on découvre en quelque sorte la souffrance de ce personnage, le fait qu'il a été très longtemps amoureux de la mère de Harry, qu'il a énormément souffert de sa mort, et que par contre, bah, il a, il a dû subir aussi beaucoup d'humiliation de la part de ses camarades quand il était jeune, tout ça. Donc on découvre il a vécu de la souffrance et qu'il a gardé ça, tout ça pour lui. Donc on a la compassion vraiment pour lui vers la fin de la saga. Jean Valjean, dans Les Misérables de Victor Hugo, vous avez une scène à un moment où on voit que ce brave Jean, eh bien, il a des marques sur son corps, des cicatrices très profondes, et on comprend qu'il a dû recevoir des coups de fouet, recevoir des coups de bâton, en tout cas qu'il a beaucoup souffert lorsqu'il était bagnard. Et donc on a de la compassion pour lui, on se dit vraiment, le pauvre. Vous voyez. Donc ça, c'est la stratégie. Pour que votre personnage ne soit pas n'importe qui pour votre lecteur, eh bien faites en sorte qu'il ne soit pas invulnérable. Ça ne veut pas dire qu'il soit d'être imparfait, mais c'est juste, il peut souffrir. Vous voyez. Et de montrer qu'il a souffert, ou de le montrer en train de souffrir, physiquement ou mentalement ou émotionnellement, eh bien c'est top pour pouvoir ressentir de la compassion. Et en tant que lecteur, eh bien, on a envie qu'il s'en sorte. On a envie qu'il aille mieux en tout cas. Deuxième type de stratégie psychologique, de mécanisme psychologique, c'est celui qui est lié à l'identification. L'identification, c'est le fait qu'il y a de la ressemblance entre le personnage et votre lecteur.
que ce soit à partir de qui est le personnage. Par exemple, si votre personnage il est jeune, que votre lecteur est jeune, il va se reconnaître un peu là-dedans, ou le sexe, que ce soit un homme ou une femme, sa situation sociale notamment, est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est pauvre, est-ce qu'il est dans la haute société, dans, j'en sais rien, un tel ou tel milieu. Et en fait, bah, si le lecteur se retrouve un petit peu dans le même type de situation, eh bien, il va ressentir ce sentiment d'identification, de ressemblance. Et puis il y a aussi la chose qui est liée à ce que vit le personnage. Par exemple, si votre personnage il va chercher l'amour, à un moment, ou il veut éviter de la honte, ou alors il a des désirs très profonds de certaines choses, ou alors même il vit des événements de vie importants, que ce soit par exemple de vivre, voilà, de passer le bac, ou la première fois qu'il doit aller à enfin j'en sais rien, faire aller payer ses impôts, ou, ouais, bon, c'est pas un très bon exemple, mais il y a des éléments, des événements dans la vie qui sont incontournables, le mariage, les enfants, mais si vous êtes plus jeune, ça peut être juste la première fois qu'on rentre au lycée, qu'on découvre ses cours, enfin voilà. Il y a des expériences universelles, ou alors même des désirs et des sentiments universels. Et là-dedans, ben, on se reconnaît, ou alors on comprend moins, vous voyez. On peut se mettre à la place du personnage. Parce que la stratégie que vous avez mis en place, c'est d'essayer de faire que le personnage ressemble en quelque sorte au lecteur dans ce qu'il vit, dans ce qu'il est. Vous voyez. Encore une fois, dans ce qu'il est, c'est important parce que vous écrivez pas pour tout le monde. Par exemple, si vous écrivez une romance où le personnage principal c'est une jeune demoiselle, eh bien ça va souvent plutôt intéresser les jeunes demoiselles parce qu'elles vont se reconnaître un petit peu là-dedans. Inversement, si c'est un vieux monsieur ou un monsieur de 40 ans, eh bien les gens de 40 ans vont peut-être s'y reconnaître aussi. Vous voyez. Et donc l'effet visé, c'est que c'est que le lecteur ressente de l'empathie. Ils se disent, ce personnage, cette fille, elle est comme moi, par exemple. Vous voyez. En quelque sorte, elle est comme moi. En tout cas, je me reconnais un petit peu là-dedans. Harry Potter, je vous donne 4 exemples encore une fois. Dans Harry Potter, eh bien, chaque tome, le personnage de Harry Potter a l'âge auquel le lecteur doit avoir l'âge. Vous voyez, il y a, Harry Potter il a 11 ans, et ben, moi je l'ai lu le premier quand il avait 11 ans. Ensuite, dans le deuxième, il a 12 ans, et ainsi de suite. Et on voit que là d'ailleurs l'écriture change dans les romans. Donc ça c'est très fort. Il y a d'autres sagas qui le font, mais en tout cas c'est très fort de le faire. Et puis, Harry Potter, dès le début, il a ce sentiment d'être différent de ceux qui l'entourent. Alors, que ce soit dans sa famille au début, ou même quand il est à Poudlard, il est l'élu, je sais pas quoi, et en fait, voilà, il a juste l'impression d'être différent, vous voyez, le fait qu'il parle en langue, ou des trucs comme ça, en franchant langue. Et bien ce sentiment d'être différent, c'est un sentiment universel. Il y a beaucoup de gens qui le ressentent, notamment beaucoup d'adolescents, cette impression d'être différent des autres, que les gens n'arrivent pas à nous comprendre, et ainsi de suite. Vous voyez. Et ça marche très fort, sentiment d'identification très fort. Le Seigneur des Anneaux, vous avez donc ces hobbits, les héros, qui sont des êtres ordinaires, banals, euh, et comme beaucoup de gens d'ailleurs, et qui se retrouvent dans une quête complètement démesurée. Euh, voilà. Et bien ça, en tant que lecteur, eh bien, on peut s'y reconnaître. On n'est pas tous exceptionnels, mais par contre, on peut se retrouver parfois dans notre vie face à des épreuves qui, on a l'impression que ça nous dépasse. Vous voyez, c'est trop grand pour nous, mais voilà. Du coup, on se reconnaît un petit peu dans ces petits hobbits. Jane Eyre, je reprends encore ce personnage, elle, c'est une jeune femme célibataire qui cherche l'amour, mais qui en plus se sent pas aimée, pas aimée de ceux qu'elle voudrait, pas reconnue non plus de ses proches. Euh, et du coup, eh bien, en tant que lecteur, on comprend ça. On comprend, notamment si vous êtes une jeune fille célibataire dans votre adolescence, eh bien, peut-être que ce personnage vous a marqué. Personnage d'Anne Frank, là c'est très fort parce que et alors ça c'est une histoire vraie bien sûr, mais c'est un vrai journal en plus. Mais ce qui fait que ça a autant marché, c'est parce que là vraiment, elle décrivait tous ses sentiments, ses pensées, et en fait il y a beaucoup de choses qui sont communs à beaucoup d'adolescents et même quelques adultes aussi. Et donc on reconnaît beaucoup de ses pensées, on se dit bah en fait elle pense un peu comme moi ou je me reconnais un peu comme dans ce qu'elle dit et tout ça. Ouais. Donc identification, et ça c'est génial parce qu'on a de l'empathie pour le personnage. Troisième type de mécanisme psychologique, c'est la résonance morale. Alors, c'est un mot un peu pompeux, mais l'idée, c'est de jouer sur le sentiment de justice que possède votre lecteur, et qu'on possède tous. C'est-à-dire que plus votre personnage est innocent, ou courageux, ou bienveillant, plus il fait le bien, ou alors il va endurer le mal, c'est-à-dire qu'il va subir des choses, et plus aussi il est cohérent, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il pense être juste, il tient à ses valeurs, même s'il a peut-être tort, mais il fait ce qu'il pense être juste, plus on se dit
qu'il mérite de gagner. On veut qu'il gagne, vous voyez. On veut que ce personnage gagne parce il mérite, quoi. Donc la stratégie là-dessus, c'est vraiment de faire faire le bien à votre personnage ou de lui faire subir le mal, un mal qu'il n'a pas mérité, et puis surtout de le rendre cohérent aussi. Par exemple, le personnage de Dexter dans la série, où c'est un tueur en série, en fait, le fait qu'il soit cohérent, ça le rend, on se dit qu'il mérite, alors que c'est quand même un tueur en série. Je vous donne 4 autres exemples. Pardon. L'effet visé là-dedans, c'est que votre personnage, enfin que votre électeur ressente de la sympathie pour votre personnage. On l'aime bien, on aime bien ce personnage, et on se dit, on est acquis à sa cause en quelque sorte, et on se dit, il mérite de gagner. Vous voyez. Exemple, 4 exemples. Jean Valjean dans Les Misérables. Ce monsieur Valjean, eh bien, en fait, il est toujours puni, malgré le fait qu'il a une vraie droiture, qu'il est quelqu'un qui est honnête, qui est droit, et puis qui a une vraie bonté. Et en fait, tout ce qu'il vit, eh bien, n'est pas mérité. Donc c'est un personnage un peu tragique, mais on est avec lui, on a envie qu'il gagne. Le comte de Monte Cristo, eh bien là, dès le début de l'histoire, Dantès est condamné injustement à la prison, alors qu'il n'a absolument rien fait. Donc on a envie qu'il s'en sorte, vous voyez, on a de la sympathie pour lui, parce qu'on se dit bah, il mérite beaucoup mieux, quoi. Donc on a envie qu'il s'en sorte, on est avec lui jusqu'à ce qu'il sorte de sa prison, et après on est avec lui au moment même où on commence un peu à se venger, on se dit bah oui, évidemment, les autres ils méritent de payer, vous voyez. Puis après, ça va changer petit à petit au cours de l'histoire, mais ce sentiment il est très fort au début, la résonance morale. Les quatre filles du docteur March, romance très belle d'ailleurs, qui n'est pas qu'une romance d'ailleurs, c'est vraiment un roman sur l'enfance de ces quatre filles. Et on voit le personnage de Beth qui est douce, qui est en même temps malade, qui est honnête, généreuse, enfin surtout généreuse, notamment avec une famille pauvre du coin, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle tombe malade. Et on a envie qu'elle s'en sorte, vous voyez. On a envie parce qu'on dit elle mérite d'aller mieux parce qu'elle est tellement gentille. Et puis vous avez un autre personnage qui est le personnage de Jo, qui est la deuxième de la fratrie. Elle est très honnête, très franche, très indépendante aussi, très ambitieuse, mais comme elle est honnête, qu'elle est franche vraiment, pareil, elle est grosse cohérence morale, on dit qu'elle mérite de gagner aussi. Elle mérite de réussir son rêve d'être écrivain, vous voyez. On a envie qu'elle gagne. Il y a un très bon film d'ailleurs qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur les quatre filles de Dr March, je conseille vraiment d'aller le voir, il est excellent, et on voit vraiment toute la psychologie de ces quatre filles. Voilà. Et ensuite, vous avez le personnage de Robin des Bois, qui est quand même un voleur, il faut se le dire, mais comme c'est un voleur qui agit pour les pauvres, eh bien, on se dit qu'il fait le bien, vous voyez. Et puis en plus, il est pourchassé par le chef de Nottingham et par plein de choses. Donc forcément, ben, il endure le mal en quelque sorte. Donc on a envie qu'il gagne, alors même que c'est un voleur, vous voyez. Mais on a de la sympathie pour lui parce qu'on le voit faire le bien, on le voit aider les pauvres. Ok. Quatrième type de mécanisme psychologique, là, c'est l'engagement émotionnel. Et c'est en rapport avec le temps, vous voyez, le temps passé. Le temps passé, mais aussi les expériences partagées. C'est-à-dire que plus on passe de temps avec notre personnage, ça marche bien évidemment pour les livres, les romans qui sont longs ou si vous écrivez une saga, et aussi plus on vit différentes choses avec le personnage, là c'est plutôt lié à tous les différents types d'événements qu'il peut vivre, bah, plus on va s'attacher à ce personnage, plus en fait on va s'habituer à lui. Vous voyez, une forme d'habitude qui s'installe. Donc là, la stratégie, c'est de faire vivre différentes expériences à votre personnage. Si vous avez un roman qui tourne autour d'un médecin, enfin, d'un chirurgien qui essaie de sauver des gens, eh bien faites-lui vivre autre chose que seulement des opérations de chirurgie. Vous voyez, il faut aussi qu'il vive des conflits avec sa famille, des aventures, je sais pas quoi. Mais plus il va vivre différents types d'expériences, plus on va avoir l'impression d'avoir vécu plein de trucs avec lui. Et puis, vous avez aussi l'objectif de faire passer du temps avec le personnage. Alors évidemment, plus vous écrivez quelque chose de long, plus on va s'attacher au personnage. Mais il y a aussi le fait que dans un roman, vous pouvez faire passer le temps plus rapidement. Vous voyez, on peut voir le personnage vivre 10 ans de sa vie au sein d'un seul et même roman. Vous voyez, eh bien, on aura l'impression d'avoir vécu ces 10 ans avec lui. Vous voyez, donc c'est subjectif le temps passé. Et l'effet visé, c'est question d'attachement. Attachement vu comme une forme d'habitude. C'est-à-dire que ce personnage, on a l'impression, cette fille-là, elle fait partie de ma vie. J'ai vécu tellement de trucs avec elle, alors même que c'est juste à travers un roman, vous voyez. Mais voilà, c'est puissant un roman quand même. Harry Potter, encore une fois, je reprends l'exemple, mais on le suit quand même sur 7 ans. Il y a quand même 7 romans, donc on le suit de ses 11 à 17 ans. Il y a une vraie habitude, on a l'impression de retrouver ce personnage, on est content de le voir, d'ailleurs, pour tous les personnages de la saga. Il y a moi, je l'ai vécu dans mon adolescence, donc j'avais l'âge des personnages à chaque fois. Et puis, vous avez pas mal de choses
un manga par exemple qui refait la même chose, My Hero Academia qui est sorti, qui est en train de se finir en ce moment, et bien tout le monde dit j'ai l'impression que ça fait partie de ma vie, ça fait 10 ans que j'ai vécu cet animé, enfin voilà. Je pense que le jour où One Piece se terminera, ça sera la même chose, encore plus fort parce que là ça fera 20 ans, 30 ans. Voilà, mais toutes les sagas longues, l'Assassin Royal c'est pareil, les sagas longues ça marche parce qu'on s'attache. Vous voyez. Frodon et Sam, alors là il y a 3 bouquins, c'est une trilogie, mais en fait, comme ils vivent quand même beaucoup de choses, puis que c'est quand même des bouquins qui sont assez longs, on a l'impression d'avoir marché avec eux pendant tout leur trajet, on a l'impression d'avoir souffert avec eux. Et du coup, on s'y attachait à ces personnages. Anne Shirley, dans Anne de la Maison Pignon Vert, qui est un roman canadien qui est excellent. Il y a plusieurs sites sagas de romans, et il y a une série très bonne, notamment sur Netflix. En tout cas, la première saison, j'ai trouvé vraiment excellente. Saga longue, et en fait, on voit le personnage grandir de cette petite fille bavarde qui a du mal à s'intégrer dans son village à cette femme accomplie qui devient écrivaine et qui voit ses rêves devenir réalité. Eh bien, on la voit grandir et on s'y est attaché à ce personnage. Sherlock Holmes et Watson, là, on ne sait pas tellement qu'on les voit grandir, ces personnages, ils sont déjà adultes, mais comme ils vivent beaucoup d'aventures, à chaque nouvelle enquête, on est content de les retrouver, vous voyez, parce qu'on a vécu déjà la dernière enquête avec eux, c'était cool, et du coup, on est content de les retrouver, on a cette forme d'habitude à chaque fois de retrouver. Ça passe pareil pour James Bond, pour tous ces types d'aventures où il y a un personnage qui est cool, qu'on aime bien retrouver, parce qu'on a vécu un moment fun avec eux, vous voyez. Voilà, donc je récapitule les 4 mécanismes que vous pouvez utiliser parce qu'ils sont vraiment efficaces. Montrez la vulnérabilité de votre personnage par quelques cernes, parce que ça va provoquer de la compassion chez votre lecteur. Faites en sorte que votre lecteur s'identifie à votre personnage, que ce soit en fonction de qui il est ou de ce qu'il vit, parce que comme ça on va éprouver de l'empathie. Faites en sorte qu'il y ait de la résonance morale pour votre personnage, que votre personnage vive des choses, fasse du bien ou subisse le mal, en tout cas soit cohérent ou même soit digne. Parce que aussi la dignité, c'est ce qui fait qu'on va avoir envie qu'ils s'en sortent, et parce qu'on se dit, il mérite de gagner, donc on a la sympathie. Vous voyez, quelqu'un qui se plaint, ça marche pas d'ailleurs, il faut le montrer digne, ça c'est beaucoup plus fort. Et enfin, quatrième type de mécanisme psychologique, c'est l'engagement émotionnel, le fait d'avoir vécu du temps avec lui, d'avoir vécu différentes choses avec lui, que ça soit fun, que ça soit chouette, qu'on ait aimé vivre ces expériences, et bien on s'attache au personnage, on s'y habitue. Voyez. Donc maintenant, si vous voulez aller plus loin, eh bien, la question que vous devez vous poser, vous, pour votre roman, c'est quelle scène je peux créer. Il ne s'agit pas de faire dans tout le roman, mais dans quelques scènes clés. Quelle scène je peux créer pour montrer la vulnérabilité de mon personnage, par exemple. Le montrer souffrir physiquement, ou avoir souffert physiquement, ou émotionnellement, ou avoir vécu de la peur. Enfin, voilà. Quelle scène je peux ensuite créer pour créer de l'identification avec le lecteur. Que ce soit, par exemple, si vous écrivez un personnage qui est un super-héros, on a du mal à s'identifier à lui, mais s'il vit des scènes de vie ordinaires, par exemple Spider-Man qui galère dans sa vie d'étudiant, eh ben, on s'identifie à lui, vous voyez, on s'identifie à ses galères. Et du coup, on s'identifie au personnage de Peter Parker, alors même que c'est un super-héros et qu'on n'est pas de même des super-héros. Mais on a montré sa vie ordinaire, on a montré peut-être des étapes de vie, euh, voilà. Et puis peut-être aussi des désirs universels. Voilà. Quelle scène ensuite je peux créer pour rendre mon personnage plus méritant? Le montrer faire de bonnes actions, ou le montrer subir des injustices, le montrer peut-être digne aussi dans l'épreuve. Un personnage qui est digne dans l'épreuve, c'est ce que je disais tout à l'heure, bah vraiment, on s'est dit, oh, il mérite. Vous voyez. Et puis, comment je peux créer des scènes pour donner l'impression d'avoir vécu avec lui, que ce soit vivre de nombreuses scènes différentes, ou de jouer sur le temps long, de jouer sur les ellipses que vous pouvez mettre dans votre roman. C'est l'avantage d'un roman, vous pouvez jouer sur le temps, c'est formidable. Voilà. Et j'espère que ça vous aide tout ça. Et puis, si vous voulez garder cette fiche PDF, je mettrai un lien quelque part, que ce soit en commentaire ou dans la description de la vidéo. Voilà, je mettrai un lien pour télécharger la petite fiche PDF. Et puis moi, je vous souhaite bonne écriture.